Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP, sur Famille, Justice, Enfance, un direct toujours depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers, ce soir dans Famille, Justice, Enfance, émission psycho, émission motivation, émotion, apprentissage dans la tendre enfance avec Sandrine Lecornec. Sandrine Lecornec, psychologue qui exerce à Coulommiers-Chamiers, qui est venue nous voir aujourd'hui pour parler de ces sujets. Sandrine, bonjour, Madame Lecornec. Bonjour. Merci d'être venu sur RLP dans ce petite émission qu'on va faire ensemble. Alors, on va regarder rapidement. Vous avez un CV qui est particulièrement intéressant. Vous avez été professeur des écoles durant 13 ans. Vous avez un diplôme de master de psychologie, du développement typique et atypique de l'éducation de la petite enfance et l'adolescence. Vous avez également fait des formations professionnelles à la maladie de Parkinson. Vous avez été stagiaire en centre médico-psychologique enfants et adolescents. Vous connaissez également les dispositifs ITEP à Boulazac. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait pour la raison pour laquelle je vous ai contacté, c'est que vous avez écrit votre mémoire de master qui est sur le rôle des facteurs motivationnels et émotionnels sur les apprentissages et les performances scolaires. Dites-moi, là, Sandrine Lecornec, comment passe-t-on de tous ces métiers-là, y compris professeur des écoles, pour terminer psychologue en libéral à Boulazac? Quelle est la corde qui a vibré en vous pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est celle de l'humain, tout simplement. Oui. Celle de la rencontre. La compréhension de l'autre? Oui, et à travers l'autre, la compréhension de soi. C'est-à-dire que les enfants je dirais qu'ils m'ont appris qui j'étais. Ils m'ont appris à être en lien. Ils m'ont appris à être patiente. Ils m'ont appris à être attentive. Ils m'ont appris à être bienveillante. Ils m'ont appris à être dans l'amour, dans l'échange. C'est une richesse inouïe que ce métier de l'enseignement. Oui, et pourquoi l'avoir quitté pour devenir psychologue? Eh bien parce que, au-delà de la pédagogie, qui finalement n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins, c'est surtout l'humain. C'était l'humain qui me faisait vibrer dans ce métier de l'enseignement. C'était de voir les petits bouts arriver en début d'année et évoluer tout au long de l'année avec leurs problématiques, leurs larmes, leurs rires, leurs peurs. Il y a tellement qui se joue dans cette tendre enfance. C'est énorme. Et je prenais bien plus de plaisir à les accompagner en tant qu'humains sur leur cheminement de vie, eux et leur famille, que de les voir se remplir de compétences scolaires, on va dire. Et puis peut-être aussi un ras-le-bol de l'institution, il faut quand même l'avouer. Donc, je me suis dit, après une année de réflexion... Le plus grand ennemi de l'État, c'est l'État, en fait. Ça devient entravant, c'est le problème. Je l'entends souvent. Ça devient entravant. Plus ça prend de place, et moins il y a de place pour l'humain, justement. Bon. Donc, aujourd'hui, psychologue. Oui. Juste pour savoir, socio-professionnellement, dans votre famille, vous en aviez déjà ou Absolument pas. Moi, je suis issue d'une famille d'immigrés, arrivés en France dans les années 70, qui ont travaillé dur toute leur vie et qui D'immigrés d'où? Du Portugal. D'accord. Et qui ont fait le pari de ne pas mettre les enfants à l'école portugaise le samedi, mais au conservatoire, et de ce discours de « pour t'intégrer, il faut aller à l'école ». D'accord. Voilà. Donc l'école avait cette valeur d'intégration. L'ascenseur social. Et d'ascenseur social. Okay. Et je ne sais pas ce que tu veux faire, mais va à l'école et nous, on te soutiendra, quoi. D'accord. Ce modèle qui est assez présent en France d'ailleurs, que c'est l'école qui va aider les gens à s'élever. Oui, et dans un certain sens, c'est une réalité, même si on sait que dans les études sociologiques et en études supérieures, je crois qu'il y a moins de 30% d'étudiants issus de milieux socioculturels défavorisés, on va dire. Donc, ce n'est pas une vérité en soi, mais c'est quand même possible. D'accord, tout à fait. Donc, vous avez centré, donc effectivement, c'est normal qu'après un parcours comme celui-ci, professeur des écoles, vous soyez dans la psychologie au départ, tourné vers l'éducation à la petite enfance et l'adolescence, même si vous m'aviez dit que dans votre patientèle, vous avez des gens de tout secteur et de tout âge. Oui. Bon,
Actuellement, là, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous, est-ce qu'on tient suffisamment compte dans l'apprentissage des motivations, des émotions par rapport à nos petits-enfants? Allons-y, lançons-nous. Quel est l'existant? Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Je dirais qu'il y a une ambivalence qui crée beaucoup de frustration finalement. C'est-à-dire que dans un sens, on essaie de créer un environnement de classe où l'élève est mobilisé. Ça, c'est surtout, je dirais, à l'élémentaire que c'est quand même très présent. Travailler en projet, décloisonner, essayer de proposer des intervenants extérieurs. Et en même temps, il y a cette espèce de masse qui est celle du programme, qui fait que sortir des lignes, c'est très compliqué. Sauf que pour travailler avec les émotions, pour travailler avec ce qui émane de l'instant présent, il faut quand même une certaine souplesse de fonctionnement. Souplesse que l'on a en maternelle et en élémentaire également, mais qui se perd, je pense, au collège et au lycée, parce que le fonctionnement de l'école est comme ça. Est-ce que nos enseignants, nos instituteurs ont suffisamment de formation en psychologie? Mais bien sûr que non. Ce qui me semblait aussi. Les sciences humaines récentes de manière générale. Alors, moi, je suis quand même... Ça fait un moment que j'ai passé mon concours. C'est plus comme ça aujourd'hui. Je ne connais pas le contenu de la formation actuelle. C'était l'UFM à l'époque? C'était l'UFM, tout à fait. Mais je n'ai eu aucun cours de psycho. En revanche, on apprend de la pédagogie. Mais on va s'auto-former. On est balancé, enfin vous voulez dire, on est balancé sur le terrain comme donc ça. Donc la formation, c'est nous qui la faisons par nous-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est les gens qui vont lire par eux-mêmes, du Dolto, des... Ou pas. Ou pas. Oui, ou pas. Ou pas. Ou pas. Bien sûr. Et donc, en fait, on apprend à être enseignant, on apprend à être en lien avec les élèves une fois qu'on se confronte à la situation sur le terrain. Ce qui est assez violent, Ce qui est assez violent. Parce qu'on est tout seul, on est démuni. Comment on gère un groupe ? Comment on crée une dynamique de classe? Comment on arrive à respecter l'individualité dans le groupe? Ça met du temps. Comment faire respecter un cadre d'autorité tout en permettant une liberté à l'élève de fonctionnement? Oui, sans être tyrannique. Exactement, tout en étant respectueux. Ouais, c'est un challenge, oui. Et se faire respecter. Oui. Toutes ces compétences, elles n'ont pas été abordées, en tout cas lors de ma formation à l'IUFM. Je l'ai passée à Cergy-Pontoise à l'époque. D'accord. Ça questionne vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, les professeurs des écoles qui arrivent en poste sont à la fois sur le terrain, à mi-temps, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, je m'en excuse si c'est le cas, mais ils sont également en train de rédiger leur mémoire et en même temps sur un cycle universitaire. Et sur le terrain, on leur demande de rédiger toutes les préparations avec les objectifs, le déroulé de séance, etc. C'est-à-dire qu'on leur demande de tenir un cahier journal et une masse de travail considérable, tout en ayant en plus une recherche avec un mémoire à rédiger et les cours à suivre. D'accord. C'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile aujourd'hui qu'à 40 ans ? Je pense qu'on vit dans une société de performance. Quand j'ai repris mes études de psycho, le doyen, le premier jour de la rentrée, a dit « Nous, on veut l'excellence de la psychologie française. » On était à peu près 350 dans l'amphi. « Regardez-vous, à la fin de l'année, la moitié d'entre vous ne seront plus dans cet amphi. » Oui, mais bon, ça, en les années 90, quand j'ai fait mon doc de maths en première année, ils m'ont dit pareil au premier semestre. Mais c'était les maths. C'était les maths, c'était déjà une filière élitiste. Les maths, c'est une filière élitiste quand même. Oui, moi je voulais être informaticien, c'est tout. Donc, ou prof de maths. Mais bon, voilà. Mais moi, j'ai fait un doc de psycho quand j'avais 20 ans et c'était absolument pas ce discours-là. Ah, vous aviez fait un doc de psycho déjà à l'origine. C'est pour ça que vous avez pu rentrer en Master 1 ensuite. J'ai fait une licence 3. D'accord. Je suis arrivée en licence 3 puisque j'avais les 2 premières années de validées. Et oui, d'accord. Et j'ai fait mes 3 ans de fac. D'accord. Non, moi j'ai trouvé ça très violent. Effectivement, à la fin de l'année, la moitié de l'effectif étudiant était diminué. En Master 1, rebelote. Et en Master 2, il ne reste plus grand monde. Oui, ça on me l'a déjà dit. Première année, c'est très cheveux bleus, c'est très fête et tout. Et puis ils sont plusieurs centaines. Et puis en Master 2, ils sont 30, 35. Oui. Et on ne parle pas de la consommation d'antidépresseurs par les étudiants.
Pas que, hein, Pas on que. se shoot un peu aussi Bon. pour retenir un peu tout J'ai ça. préféré rester dans le Oui. cadre légal. D'accord. Et je voulais surtout faire allusion C'était- oui. à la souffrance induite par le système scolaire, qu'il soit universitaire ou pas. Et quand je reçois des lycéens ou des collégiens qui ont déjà une anxiété de performance, ça pose question quand même. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ça fait longtemps qu'il y a des études sur qu'est-ce qui fait qu'on peut influer sur l'apprentissage, l'assimilation de compétences, de savoir-faire chez les élèves. Mhm. Au départ, c'est quelque chose de très vertical, hein. Il y a le sachant et puis il y a celui qui apprend. Puis ça se déverse comme ça de haut en bas. Et il y a cette idée que l'élève est quelqu'un que l'on remplit, à qui l'on doit apporter du savoir-faire, Mhm. pour pouvoir lui assurer suffisamment de compétences et avoir un métier, etc. Et puis petit à petit, avec les études de sociologie ou de psycho, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, et notamment celle de la dimension sociale. Et puis ensuite, celle de la motivation. Et puis ensuite, celle des émotions. Et on voit que finalement, apprendre, c'est quelque chose de bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et que de nombreux facteurs peuvent rentrer en jeu. Que ce soit le facteur environnemental, Bien sûr. mais aussi par rapport au lien social, à la relation à l'adulte, le référent de classe qui est là, mais les parents aussi, d'une certaine manière, sont en classe avec leurs enfants. Il y a plein de choses, plein de dimensions. Et à un stade où on construit aussi notre identité dans le rapport à l'autre, mais au père, et plus simplement dans la sphère familiale, le regard de l'autre et le rapport à l'autre, et comment la réussite scolaire vient aussi donner une image de moi dans le miroir de l'autre, tout ça vient se mêler et soutenir ou au contraire entraver la motivation à s'engager dans la tâche et à réaliser les apprentissages scolaires. C'est pas très surprenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les sciences humaines récentes, en fait, rejoignent le bon sens et les intuitions qu'on avait depuis longtemps. Il est évident que l'environnement influe sur la réceptivité de l'enfant. On a fait des expériences, par exemple, on voit qu'un enfant joue cognitivement avec des tests et autres, et puis on va mettre à côté de lui quelqu'un qui est en colère, qui émet des émotions négatives, mais pas forcément vers lui. C'est juste que cette personne-là est en train de râler, et tout de suite, on va voir que l'enfant va être moins performant, moins bien retenir. Donc l'environnement de l'enfant joue sur sa construction. Moi, je vais au-delà de l'apprentissage. Complètement. Joue sur sa construction, sa formation interne, cognitive. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est intéressant de voir que les sciences humaines récentes nous donnent raison, en fait, sur ça. Tout à fait. Et c'est ce qui fait peser quand même une très lourde responsabilité sur les épaules des enseignants. C'est-à-dire que réaliser, mettre en place une ambiance de classe suffisamment sécurisante pour que l'enfant, qu'il puisse avoir un sentiment de compétence faible ou une estime de soi faible, puisse malgré tout se sentir suffisamment en confiance, soutenu, non jugé, pour pouvoir s'engager, prendre le risque d'être dévalorisé, parce que c'est une prise de risque, prendre la parole à l'oral devant tout le monde. Soit on est très sûr de soi et ça va venir un petit peu dorer le blason, quoi. Donc réassurer l'estime de soi, le sentiment de compétence. Mais si on ne sait pas répondre, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, c'est pas tant le fait de ne pas savoir qui pose problème, c'est plutôt le fait que les autres vont se faire une image de moi par rapport au fait que je ne sais pas répondre ou que j'ai une mauvaise note. Oui, mais ça, c'est la vie. Il y a aussi, il faut mettre les deux ensemble, en fait. Il faut optimiser le développement de l'enfant, ses acquisitions, Oui. mais il faut aussi le préparer au fait que le monde est sale et le monde est injuste. C'est malheureusement, quand on voyage un peu, quand on prend un peu l'avion, si vous voulez... Le monde est sale, le monde est injuste. Oui, alors... La vie est injuste, Oui, la vie est injuste, le monde est sale, et puis... Je suis d'accord, mais en même temps, quand vous me dites ça, ça résonne avec... ces parents qui estiment que donner un coup de pied au cul d'un gamin, c'est pas bien gênant, parce que finalement, dans la vie, on prend des coups. Oui, mais Vous bon, voyez il y a, comment dirais-je, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a des zones grises, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au coup de pied au cul, par exemple. Mais moi, je suis obligé de vous dire, si vous voulez, que dans la musique, par exemple, c'est pas forcément le meilleur qui réussit, qu'il y aura des moments où on devra gérer un entretien d'embauche, Oui. il y aura des moments où on devra aller peut-être effectuer des ventes, que le seul modèle pour gagner sa vie n'est pas forcément le salariat
cas dans des grandes sociétés ou des administrations. C'est aussi parfois de l'entrepreneuriat. En Amérique du Sud, si vous voulez, il n'y a pas cette espèce de notion d'égalité comme on l'a forcément, nous, beaucoup en France ou en Occident, que les meilleurs résultats aujourd'hui scolaires sont à Tokyo, Hong Kong, Bangkok et Singapour, et que, si vous voulez, protéger trop les enfants de l'injustice et pas forcément leur rendre service dans leur vie. Vivre aujourd'hui, c'est aussi conquérir, être un combattant. Donc il faut optimiser, après c'est moi qui parle, c'est mon avis à moi, donc il faut optimiser l'environnement de l'enfant pour qu'il fasse son apprentissage et son développement, mais oui, on n'est pas tous égaux dans tout. Enfin, Jean d'Ormesson dit qu'on est égaux devant une seule chose, qui est la fin de vie, mais vivre, c'est aussi rester debout parfois, lorsqu'il y a un peu de vent, lorsqu'il y a un peu d'injustice, lorsqu'il y a une brute qui nous veut du mal, lorsqu'on est mis en compétition pour prendre un job. Il faut trouver le juste milieu par rapport à ça. Je comprends ce que vous me dites et en même temps, alors, on ne parle pas de traumatiser les enfants, non, bien sûr. Ça, vous parlez des réussites scolaires dans les pays d'Asie. Je ne connais pas le taux de suicide chez les étudiants, mais je pense qu'il est plus élevé. Moi, j'ai vécu 6 ans. Je peux vous dire que les consommations de psychotropes et d'antidépresseurs sont en Occident et ne sont pas en Asie. Ça, c'est peut-être plus par rapport à une représentation sociale et culturelle. Moi, j'y étais, ma fille est taille. J'ai vécu 6 ans là-bas, vraiment. Je me suis marié des gens là-bas. J'ai vu comment ça fonctionnait, je vous assure, le dernier vaccin pour Ebola, c'est là-bas qu'ils l'ont trouvé, les championnats d'échecs, c'est là-bas qu'ils les gagnent et autres. Nous, au classement PISA, on s'effondre et je vous assure qu'ils sont pas malheureux. Et puis que moi, quand je suis arrivé en France en 2014 avec ma fille qui était trilingue et qui commençait déjà à lire à 5 ans et demi, on m'a traité quasiment de père indigne qui poussait trop son enfant alors que je ne faisais que répondre à sa demande. Voilà. Donc il y a aussi la posture occidentale qui est à regarder. Donc, optimiser l'enfant, oui, mais le surprotéger, non. Après, moi, je fais une distinction entre proposer une ambiance sécure et vivre sur la planète des bisounours. Il ne s'agit pas de surprotéger, il s'agit simplement de proposer aux enfants, dans une période de leur développement où ils sont en construction identitaire, de pouvoir comprendre qu'ils ont des ressources. Et que même face à la difficulté, ils ont des moyens d'action. Ouais, mais pour pouvoir bien, ça. Mais complètement. Mais quand je dis une ambiance sécure, ça ne veut pas dire les épargner de toute difficulté dans la vie. Oui. Quand il y a des conflits entre élèves, on a 2 solutions. Soit de leur dire débrouillez-vous, vous êtes insupportable, il y en a un piqué droit. C'est mon rôle aussi de relancer un petit peu. Bien sûr. Mais on peut aussi leur apprendre à communiquer. Oui. On peut aussi leur apprendre à leur permettre de verbaliser. À devenir ce qu'ils sont, à s'exprimer. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là? Et pourquoi tu as réagi comme ça? Est-ce que tu avais compris que ton camarade ceci, cela? Si on ne permet pas de construire ces compétences-là d'écoute, de compréhension, presque de connexion à l'autre, c'est-à-dire que je ne vais pas me moquer d'un camarade si je comprends que ça peut lui faire de la peine. Et donc finalement, si c'est pas dans ces lieux-là qu'on permet aussi à l'humain d'acquérir de nouvelles compétences, de relations, dans le respect et la bienveillance, alors effectivement, on peut partir du principe que... Et l'enfant en bas âge est majoritairement empathique, par définition, il l'est. Si on lui explique tout de suite, il va être... C'est une compétence à développer complètement. Oui. Et la communication. Mais elle est présente. Elle demande qu'à venir. Très souvent, les petits-enfants, ils l'ont déjà. Oui, et la communication bienveillante, quand elle est apportée au sein de la classe, alors le problème, c'est que ça demande du temps. Oui. Et quand il y a le programme, moi j'ai des enseignants qui m'ont dit, tu sais Sandrine, toi tu fais classe comme ça, mais moi je ne peux pas consacrer tout ce temps-là à la discussion, je ne peux pas prendre tout ce temps avec les familles, etc. Oui, je sais. Je vous ai mis en porte-à-faux. Il faut que je vous dise que là-bas, dans les écoles que je prenais en exemple, il y a un enseignant pour 7 enfants. Ah mais... Donc le travail n'est pas le même. Vous savez, j'ai reçu aujourd'hui un papa d'une petite fille de 3 ans qui m'expliquait que dans sa classe de petite section, ils sont 30. Oui, comment vous voulez animer 30 enfants? 30 enfants de 3 ans, dans une salle... Déjà au-dessus de 20, c'est quasiment impossible. Qui doit faire 15 mètres carrés, dans le meilleur des cas 20 mètres carrés, avec 1 ou 2 adultes. Généralement, il y a une ATSEM à la journée en petite section, mais... Comment on accueille, comment on fait, comment on peut être en lien, comment on peut respecter l'individualité? Alors oui, effectivement, il ne s'agit pas de les prémunir de tout, de les préserver de tout, parce que dans la vie, il faut savoir faire face. Mais c'est simplement de permettre d'être respecté dans son intégrité d'individu, c'est permettre à cet individu de comprendre qu'il faut respecter l'intégrité de l'autre. Bien sûr. Et quand on se sent en sécurité, on est disponible pour les apprentissages. Oui.
Oui. Pour en revenir à cette question des apprentissages. Absolument. Quand on sent La notion de sécurité dans l'enfant est primordiale pour son développement. Ils m'ont tous dit ça. Mais complètement. Quand on sait qu'on est en sécurité, c'est-à-dire que j'ai le droit de me tromper, mais personne ne va se moquer. Voilà. On a le droit de recommencer. Bien sûr. Surtout quand on apprend. Oui. Et c'est fondamental. Et je peux avoir une mauvaise note, c'est pas grave. Est-ce que j'ai fait de mon mieux ? Est-ce que je me suis appliquée ? Et si j'ai pas fait de mon mieux, comment je peux faire la prochaine fois ? Bien sûr. Je crois que c'est ça la vraie question. Oui, ce sont des bonnes valeurs, ça. Ouais. Voilà. Mais pour ça, effectivement, il faut être sensible à ces questions, il faut être formé à ces questions, il faut comprendre la complexité. On ne peut pas considérer qu'un élève arrive à l'école vide de tout et juste prêt à recevoir. Oui, et qui sont tous identiques, c'est pas vrai. Ils sont pas tous identiques. Vous avez des enfants qui arrivent chagrins le matin à l'école. Celui-ci, c'est sûr, il ne va pas pouvoir travailler si là, on ne désamorce pas, qu'on ne l'accueille pas en tant qu'individu. Surtout si on l'a mis 1 heure devant la télé avant, il est déjà complètement cuit. Donc, Il faut comprendre ce qui se joue pour l'individu pour pouvoir l'accueillir en tant qu'élève. Mais du coup, ça demande des ressources et un temps incroyable. Et je comprends les enseignants qui n'ont pas cette approche-là, parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement aussi émotionnel et individuel. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc là, on effleure votre thèse, en fait, votre thèse de master, qui est l'importance de l'apprentissage, de l'environnement sur l'apprentissage, et cet environnement qui, lui, va déclencher la motivation d'apprendre, la soif d'apprendre, en fait, et la gestion de l'émotion. Donc je sais qu'on ne fait que l'effleurer, mais ça a été votre travail, quelque part. Oui, tout à fait. Et puis, au fur et à mesure de la scolarisation, les indices qui sont pris en compte par les élèves deviennent de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la valeur, le sens de l'activité, la valeur de la tâche ou de la discipline vont aussi venir influencer l'engagement de l'élève dans la tâche. Et c'est vrai que, en tant qu'enseignante, j'ai été sublimée par des moments où je me rendais compte que les élèves étaient capables de choses que je n'aurais même pas imaginé capable, simplement parce qu'on était dans un projet dans lequel ils s'investissaient complètement parce que ça faisait sens. Je me souviens notamment d'une année où je travaillais à Montancey avec des élèves de CE2, CM1, me semble-t-il, ça remonte à loin. Et dans le programme de géographie, alors j'avais pas trop regardé les programmes, finalement je me disais mais qu'est-ce qui fait sens pour ces élèves ? Ce qui fait sens c'est leur commune. Où est-ce qu'ils vivent, quel est leur environnement, et qui est le monsieur le maire, et qu'est-ce qu'on pourrait bien aller lui demander si on avait un rendez-vous avec lui, etc. Et de ce projet-là, le maire a été génial, il nous a accueillis, il nous a mis dans la salle de réunion, ils étaient fiers comme tout, on avait listé toute une série de questions qu'ils avaient eux-mêmes élaborées, qu'ils ont eux-mêmes rédigées. Ils ont joué aux journalistes, ils ont écrit des éléments de réponse que le maire apportait aux questions. Et dans ces questions, c'était « Mais va-t-il y avoir des logements sociaux pour la commune ? Est-ce qu'on va isoler le réfectoire de la cantine parce que c'est trop bruyant pour nous ?» Et je me disais, des élèves de CE2, mais le maire va penser que j'ai influencé les questions. Et pas du tout. Et j'étais bluffée. Pendant la réunion avec le maire, je me suis extraite du groupe, j'ai pris des photos. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. En regardant les photos après coup, je me suis rendu compte de l'intensité, de l'attention dont les élèves faisaient preuve. Et même ceux qui en classe étaient en grande difficulté avec l'écriture, ils étaient appliqués, accrochés à leur stylo, à essayer de pouvoir noter le maximum de choses qu'ils pouvaient retenir des éléments de discours du maire. Ils étaient investis et concernés. Ils étaient en lien, ça faisait sens pour eux. De cette rencontre, on a élaboré un petit journal qu'on a distribué aux familles. Est-ce que j'ai respecté le programme ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que toute cette séquence a fait sens pour les élèves ? J'en suis persuadée. Ils ont travaillé du français. Et vous savez, on l'apprend en management aussi. Vous les mettez safe, vous les impliquez, et naturellement, ils vont aller faire les choses de leur mieux. Complètement. Et surtout, faites-leur confiance, montrez-leur qu'ils sont à la tête du projet, qu'ils sont... on parle d'agentivité en psycho, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'action. On est capable d'agir, on a des ressources. C'est le meilleur moyen de faire d'eux des élèves, c'est de comprendre qu'ils ont des ressources et que même quand ils n'en ont pas, ils ont des moyens d'action et de se construire de nouvelles compétences. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Oui, tout à fait. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, toutes les sciences humaines récentes se rejoignent.
C'est quelque chose qu'on dit souvent ici dans ce studio. Elles convergent, que ce soit la psychologie, la sociologie, la neurologie, l'épigénétique. Oui. On voit des convergences. Bien sûr. On arrive à des résultats qui sont... et oui, de toute façon, tout parent, tout manager, tout enseignant le sait l'influence de l'environnement sur le développement de l'enfant, son apprentissage, elle est primordiale. Un enfant qui est motivé, ça marchera beaucoup mieux, ça rentrera mieux. Si jamais il n'aime pas ce qu'il fait, ça rentrera pas. Oui, et puis, juste pour compléter là-dessus, il ne faut pas oublier qu'on est dans des boucles de feedback rétroactif. C'est-à-dire que oui, l'environnement influence l'individu, mais l'individu influence l'environnement. C'est-à-dire qu'un élève qui se sent bien dans un endroit où il passe la journée, un élève qui se sent bien dans un groupe d'individus, après on a le droit de s'apprécier ou pas, mais en tout cas on se respecte. Ah, mais il y a un intérêt à avoir des salles de classe propres, des ordinateurs qui marchent. Complètement. Voilà. Complètement. On ne met pas des enfants dans des ruines en espérant qu'ils en sortent. Et de la même manière, les élèves prendront soin. Oui. On est bon ou on peut améliorer ce qu'on fait en France là. Allez, vous avez 45 secondes. C'est très inégal. Oui, ça c'est vrai. C'est très inégal. Alors, on en parlait hors antenne, mais on vient tous les deux de la région parisienne. J'ai travaillé dans des établissements et moi-même été élève. Ouais, j'ai passé 5 ans à Clichy, c'est tout. Mais bon. Et moi-même été élève dans des établissements où c'était du béton sans peinture, avec du lino pourri, des infiltrations d'eau partout, des grilles aux fenêtres, des filets des fois au-dessus de la cour pour éviter les projections d'objets, des HLM dans les cours d'école, des insultes. Ici, en Dordogne, je trouve quand même qu'on est bien. Alors, je sais que pour certains enseignants en Dordogne, la référence n'étant pas la mienne, il peut y avoir des personnes qui trouvent que c'est compliqué. Moi, je trouve qu'on est quand même très épargné en Dordogne. C'est très agréable d'enseigner, même si c'est pas toujours simple. Mais les gens fuient les villes pour venir à la campagne. Mais ils ont bien raison. Sandrine Le Cornec, comment on vous trouve ? Comment on me trouve ? On me trouve sur Doctolib, essentiellement. Donc Le Cornec, L-E plus loin C-O-R-N-E-C. Tout à fait. Vous êtes à Coulommiers-Chamiers, donc vous offrez des services de... allez-y, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre cabinet ? Dans mon cabinet, on peut trouver un lieu de parole, un lieu d'écoute, un lieu d'élaboration. On peut y venir tout seul, en couple ou en famille, quel que soit l'âge qu'on a, parce que j'ai bien envie de dire que finalement, psychologue du développement, ça s'arrête jamais tout au long de la vie. Bien sûr. Aussi, beaucoup de gens me disent oui, j'osais pas parce que je suis pas malade, mais il s'agit pas de maladie en fait. Je dirais que est-ce qu'on se sent en équilibre ? Est-ce qu'on se sent en souffrance ? Est-ce qu'on se sent en difficulté ? Si à un moment on sent qu'il y a de l'inconfort et que l'inconfort dure, il faut pas hésiter à faire appel à un psychologue. Très bien. C'était Sandrine Le Cornec. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous pour cet accueil. À vous tous, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.